Bonjour à tous, bienvenue à ce numéro spécial de l'entretien de dimanche. C'est politique. Il est spécial déjà en raison du décor que vous avez certainement constaté et aussi en raison du nombre d'invités sur ce plateau. Ce dimanche, mesdames et messieurs, nous voulons faire un exercice de bilan, parcourir de nouveau 2024 au chapitre politique et ceci en 90 minutes. Et pour l'exercice, nous avons choisi de reproduire quelque peu sur ce plateau la configuration politique à l'Assemblée nationale pour l'exercice donc l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain ainsi que le parti Les démocrates à travers les différents invités sur ce plateau passeront en revue les 12 mois qui se sont achevés le 31 décembre dernier. Une année sans répit avions-nous eu en termes d'actualité, on peut oser le dire. On l'a démarré avec ce rejet de la révision de la Constitution, puis le toilettage du code électoral, la crise Bénin-Niger qui a connu un prolongement en 2024 et l'a fait supposer complot contre l'atteinte de la sûreté de l'État. Un cocktail, pas explosif, mais qui a quand même brisé l'omerta au sein des formations politiques, puisque nous avons eu beaucoup de débats sur ces différents sujets. Avec le recul, les choses auraient-elles pu se dérouler autrement ou les différents acteurs politiques les assument complètement? Mes invités que je vous présente auront le temps de se prononcer sur ces différents événements et se projeter donc en 2025. Pour l'exercice ce matin, je suis avec M. Armand Afosogbe. Il est membre du bureau politique du parti Bloc républicain et coordonnateur du BR Abomey. Bonjour à vous, M. Afosogbe. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'être là ce matin. À côté de vous, à votre droite ainsi qu'à ma droite, à moi, M. Mohamed Okri Assogba. Il représente le parti Les démocrates sur ce plateau. Bonjour à vous, M. Assogba. Bonjour, madame Angèle Tobla. Bonjour à tous. Bonne arrivée à vous aussi. Merci. Et enfin, à ma gauche, M. Irénée Agossa. Je préfère simplement dire que vous êtes membre du parti politique l'Union progressiste, le Renouveau, membre du bureau politique. Bonjour à vous, M. Agossa. Bonjour, madame. Parce que vous avez quand même Et tout- l'invité assez chargé, il ne faudrait pas te dire. Tous mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, bonne année. Bonne année à chacun de vous sur ce plateau. Nous souhaitons que cette année soit pour vous ce que vous désirez, à condition qu'on y travaille tous certainement. Allez, nous allons commencer l'exercice par vous, M. Afosogbe. Nous avons du temps pour aborder ces sujets que je viens de présenter dans l'introduction. Mais si je vous demandais de résumer 2024 en quelques mots, quels seraient ces mots? D'abord, je vous présente mes vœux les meilleurs à tous ceux qui travaillent à iTélé, les personnels, les journalistes, les cadreurs, le patron de la télévision, pour tout ce que vous faites pour la nation. Je ne vais pas commencer par répondre à votre question sans avoir une pensée à ton ami qui m'a reçu ici quelques semaines après. Il nous a lâché, Monsieur Armand Noumon, François Xavier Noumon, qui est un ami à moi. Donc je lui rends vraiment un hommage ici parce que juste après sa mort, c'est pour la première fois que je mets pied dans votre studio. 2024, beaucoup de choses s'est passé. Beaucoup de choses s'est passé. Comme vous avez si bien introduit, nous avons la configuration de l'Assemblée nationale qui est configurée de mon parti à moi, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, qui quand même contrôle la majorité au Parlement. Beaucoup de choses s'est passé. Nous avons eu le tentative de la révision de la Constitution qui n'est même pas autre chose que la perfection quand même des perspectives des élections de 2026. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant l'introduction de cette révision de la Constitution, c'est que nous ne savons pas si c'est les maires actuels ou les députés actuels qui vont quand même parrainer le duo de la candidature en 2026. Donc il faut quand même éclaircir. Et ça a été rejeté par la minorité composée par les démocrates. Et puis après, nous sommes revenus en charge. La mouvance présidentielle... Quelques députés de la mouvance, là, quand même. Non, ben bon, c'est la vitalité de la démocratie. Non, mais c'est la vitalité de la démocratie. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que
nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle démocratie sous le président Patrice Talon. Vous avez vu qu'à l'introduction de cette révision, il y a même eu des députés de la mouvance présidentielle qui ont voté contre. Donc, il n'y a pas eu la fin du monde. Nous sommes revenus à la charge quand même en introduisant un nouveau code électoral qui a été approuvé majoritairement, mais ce code a été aussi amendé par l'opposition. L'opposition a participé activement parce que avant que une loi quitte la commission des lois pour venir à la plénière à l'Assemblée nationale, si le débat n'est pas mené là de façon consensuelle entre tous les partis, ça ne peut pas venir en plénière. Ce qui a été fait, les démocrates ils ont amendé beaucoup de choses dedans. C'est eux qui ont participé à ce qu'on diminue le quota pour la caution pour les élections présidentielles. C'est eux qui aussi ont amendé. Ils ont amendé que c'est les actuels députés et les maires, c'est eux qui vont parrainer le duo de la candidature en 2026. Hormis tout ça, nous avons vu aussi en 2024 le chef de l'État. Il a beaucoup évolué dans les grands travaux dans le pays. Nous avons vu des cités administratives sont en train d'être construites dans tout le Bénin. Des marchés secondaires ont été construits et ont été quand même inaugurés. 2024 a été chargé politiquement et sur le plan social et sur le plan économique, sur tous les plans. Nous avons connu sur le plan sportif, le Bénin est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est à l'actif du chef de l'État. Donc, je vais m'en arrêter là. Patrice Talon n'est quand même pas chaud. Vous vous en arrêtez là pour que je donne la parole à M. Agossa. Alors, pour M. Alpha Sogbe, 2024 a connu une certaine vitalité de la démocratie, j'en prends ces mots, et également une année chargée. Pour vous, vous direz quoi, M. Agossa? Ça, c'est juste pour résumer un peu 2024 avant qu'on aille dans les particularités. 2024 a été caractérisé par les grandes réformes. Les grandes réformes, surtout la mise en œuvre de la réforme du système partisan et qui, ici, se manifeste clairement par le vote du nouveau code électoral. Et cela va dans le sens de la stabilisation et de la cohésion sociale. Donc cela est clair et ça a été avancé dans chaque domaine pour que nous puissions nous retrouver dans l'élan du développement. Rien ne peut se faire sans une stabilité politique. Et 2024 aussi a connu ce grand démarrage de notre tissu industriel. Un grand démarrage du tissu industriel avec tout ce qui se passe à Glodjibé, qui se retrouve aujourd'hui clair, et que nous avons un élan de développement qui va nous caractériser pour la suite. 2024, c'est aussi la volonté du gouvernement et de son chef d'État à pouvoir régler les problèmes importants, surtout en ce qui concerne la ressource humaine. En ce qui concerne la ressource humaine, donc s'attaquer aux couches les plus vulnérables. S'attaquer aux couches les plus vulnérables et faire en sorte que ces couches soient entretenues et que l'impact de la cherté de la vie et du coût de la vie ne soit pas aussi intense sur cette couche vulnérable. Donc tous les programmes, le programme H et tous les autres programmes liés au microcrédit, etc., et qui s'accompagnent à travers les nouveaux marchés qui ont été construits, etc., donc tous ces programmes ont été mis en œuvre. Donc 2024 aussi, il faut dire que c'est la pointe même de la sécurité routière. Et que nous allons voir que toutes les mesures qui ont été prises par la police et autres, à faire en sorte que nous n'avons pas enregistré autant de morts et autant d'accidents à la fin de l'année. Le bilan a été vraiment élogieux.
Et cela ne veut pas dire que nous n'avons pas eu des problèmes, comme l'a dit le chef de l'État. Nous sommes à une situation très critique à l'extrême nord avec la pénétration des terroristes, donc où nous devons encore fournir plus d'efforts et faire face à ce danger qui est permanent. Nous sommes un pays spécial, un pays qui a une spécificité et que nous devons respecter. Nous sommes un pays exceptionnel. Donc, dans la sous-région, notre position géographique est enviée par tous. Du coup, nous sommes dans une concurrence sans merci dans la sous-région, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social et autres. Donc, nous devons alors être très, très aguerris pour faire face à ces concurrences dans la sous-région, ce qui fait que le chef d'État a, avec son gouvernement, mis en place toutes les dispositions possibles pour que nous soyons plus performants dans les domaines qui sont les plus déterminés pour nous en matière économique. Il s'agit du service, du transit et du stockage. D'accord. Merci. Monsieur Okresoba. Oui, je voudrais à l'entame rappeler que, comme il est de tradition républicaine, le chef de l'État, à la suite de son discours sur l'état de la nation, s'est rendu à la caserne de Tessa, où il a formulé au peuple béninois ses bons voeux pour l'année 2025. Je l'en remercie énormément parce que ça n'a pas été le cas l'année dernière, où on a dû extraire une partie de son discours sur l'état de la nation pour nous le diffuser le 31 décembre. Il a parlé de paix à Tessa, mais je dis que depuis 2016 qu'il est là, il ne pose aucun pas pour que nous vivions en paix dans ce pays. Ah bon? Oui. Mes camarades que je salue, je m'en voudrais de ne pas formuler également mes vœux au président du Parti Les Démocrates, le président Ishola, docteur Ishola Thomas Boni Yahi, à qui je souhaite beaucoup de santé par ces temps-ci où sa santé est un peu chancelante. Cela étant, pour revenir au débat et au sujet évoqué par mes compères ici sur le plateau, je voudrais dire que l'année 2024 a été effectivement une année un peu houleuse sur le plan politique. Nous étions partis pour revoir quelques détails sur les délais par rapport aux échéances des élections générales 2026, lorsque un député de la majorité présidentielle, en l'occurrence le député Hassan Seibou, dont l'un des représentants ici sur le plateau, a introduit subrepticement... Il est d'un parti qu'il partage, oui. Il représente le BR. Bon, je ne dis pas qu'il représente institut personnel, le député Hassan Seibou. Bon, donc, il a introduit subrepticement un projet de révision de la Constitution. On n'en revenait pas, oui, subrepticement, parce que ce n'était pas le sujet. Et fort heureusement, à l'occasion des législatives de 2023, les LD ont 28 députés qui constituent la minorité de blocage et nous avons refusé qu'on révise la Constitution dans ces conditions, contrairement à ce qui a été fait en 2019 à l'occasion d'un Parlement que nous avons qualifié de monocolore. La révision de 2019 n'est pas consensuelle. Ça continue de poser les problèmes. Les problèmes que nous traînons ici prennent leur source de cette révision constitutionnelle unilatérale, pas un groupe politique pour exclure les autres. Pourtant, pour que ceux qui sont au pouvoir, en l'occurrence le président Patrice Talon, gagnent les élections en 2016, c'était sur la base d'un consensus qui est tiré du code électoral de 2013. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation de non-guerre, mais de non-paix également. Donc moi, je voudrais que nous travaillions ensemble, la main dans la main, pour que tout se passe pour le bonheur des uns et des autres. Absolument. À l'occasion des élections générales de 2026. Le président Patrice Talon a dit ça. Moi, je l'écoute attentivement chaque fois qu'il prend la parole. Voyez-vous, il a parlé de vivre, il a dit que nous vivons dans une coexistence. J'ai dit, mais il ne devait pas parler de coexistence. Il devait parler de vivre ensemble. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour finir, il a demandé qu'on mette fin à la chamaille politique inutile et intéressée. Moi, je veux bien qu'il nous dresse la liste
des chamailles qui pourraient attirer son attention. On va revenir là-dessus. Puisque vous évoquez la question de la révision de la Constitution, nous allons introduire ce premier sujet qui a démarré d'ailleurs, qui a lancé l'année 2024, cette révision de la Constitution, au cœur de cet élément. Ce vendredi 1er mars 2024 a été décisif à l'Assemblée nationale. Convoquée pour 10 heures, la séance plénière a démarré à 21h30 et ce malgré la présence des députés au palais des gouverneurs depuis la matinée. Au cœur des travaux, l'examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution, deuxième point inscrit à l'ordre du jour. De la présentation du rapport de la Commission des lois, il ressort que la proposition en débat ne viole aucun fondement de la Constitution ni les critères de la prise en considération. Les membres de la Commission ont constaté qu'au moment de la saisine de l'Assemblée nationale et pendant qu'ils examinent la proposition sur sa prise en considération, nulle atteinte réelle ou imminente, patente ou potentielle n'est portée à l'intégrité du territoire. Les membres de la Commission ont constaté à la lecture qu'aucune des dispositions de la proposition de loi portant révision de la Constitution ne vise à changer la forme républicaine de l'État. La proposition de loi ne porte pas atteinte à la laïcité de l'État. Certains commissaires ont estimé que le maintien du mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une seule fois, n'est pas remis en cause par le test en étude, alors que d'autres soutiennent le contraire, car la proposition en débat prévoit d'écourter le mandat du président de la République, ce qui ne saurait prospérer. Alors que les commissaires considèrent que le type présidentiel du régime politique n'est pas touché par la proposition, d'autres commissaires soutiennent que la proposition en débat trahit l'intention de son auteur par ses motivations et vise l'instauration d'un régime présidentialiste, alors que le type de régime consacré par la Constitution du 11 décembre 1990 est un régime présidentiel. Après la présentation du rapport de la Commission, place a été faite à la discussion générale. Cette proposition de révision de Constitution modifie ou réduit le mandat du président de la République de 75 jours. Qu'est-ce que cela cache? Cette proposition rallonge le mandat des députés que nous sommes à 95 jours. Nous, députés qui sommes là, nous proposons qu'on rallonge notre mandat. La Cour constitutionnelle dans ce pays avait déjà refusé que une mandature en cours prolonge son mandat. Et ce n'est pas bienséant. Je ne sais pas dans quel pays on ne cherche pas ce que un président en exercice soit en cohérence avec le Parlement. Et pour dire qu'on cherche développement. Est-ce que c'est logique qu'on écrive des textes de loi de manière à empêcher un chef d'État en exercice ou élu d'avoir une majorité au Parlement? Depuis 1990, j'ai entendu présidentialiste, quoi. On transporte des thèmes. Le thème ne vaut pas développement. Il faut qu'on puisse le comprendre. Quand il inverse lors des élections, les présidentielles avant les législatives, c'est normal qu'un président élu aille à la conquête de sa majorité. Nous savons bien ce qui se faisait ici. Si on peut mener un débat dépassionné, on pouvait amender cette proposition de loi et l'adapter aux enjeux actuels. Dès qu'un projet ou une proposition de loi portant révision de la Constitution se retrouve sur la table des députés, 2 étapes sont à suivre selon les articles 154, 155 de la Constitution. La première, la prise en considération de la proposition par un vote à la majorité des 3/4 des membres de l'Assemblée nationale. Si la recevabilité est approuvée, le test passe une fois encore au vote
pour cette fois-ci la révision. Ce 1er mars, les députés se sont arrêtés à l'étape de la prise en considération. La majorité des 3/4 n'a pas été atteinte. La proposition de loi de l'honorable Hassan Seibou a été tout simplement rejetée. Nous avons oui 71, non 35, abstention 2. Conclusion, l'Assemblée nationale a délibéré et rejeté en sa séance du vendredi 1er mars 2024 la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin par 71 voix pour, 35 voix contre et 2 abstentions. Nous étions donc le 1er mars 2024. Avec le recul, M. Okri Asogba, en êtes-vous fier? Très fier. Très fier. Et je remercie l'Éternel qui a permis qu'il y ait eu cette minorité de blocage, plus les 28 LD, plus les 7 de la majorité présidentielle. J'aurais bien voulu comptabiliser les 2 abstentions, mais bon, je passe. Pourquoi? Parce que il me souvient très bien que avant 2016, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui disaient que la constitution du Bénin, issue de la conférence nationale de 1990, entérinée par un référendum, comportait une telle charge qu'il n'était pas bien séant de la réviser sans un consensus. Je me rappelle encore des discours de l'actuel président du parti UP Le Renouveau, Maître Joseph Djogbenou, qui était à cheval contre toute tentative de révision. Mais la première révision a eu lieu sans le consensus de toute la classe politique et on a voulu remettre ça le 1er mars dernier. Je rends vraiment grâce à l'Éternel qui nous a épargnés de cette nouvelle catastrophe. Une catastrophe évitée selon M. Okri Asogba. Moi, je crois que c'est souvent le discours tenu par les amis de l'opposition. Et les contradictions y sont. Dès que, puisque la révision de 2019 qui a exclu, c'est cette révision qui a permis à ce que, grâce à l'éternité, ils ont eu 28 députés. En fait, grâce à l'éternel, ils ont eu 28 députés. Puisque la révision qui a exclu a permis à ce qu'ils aient eu 28 députés. Donc, ce n'est pas une exclusion. Si la loi était une loi exclusive, elle ne permettra pas à ceux qui la qualifiaient d'exclusive de se retrouver en application de cette loi au Parlement. Donc, il n'y a pas de problème. Mais comme ils cherchent souvent le principe de bouc émissaire pour pouvoir montrer qu'ils mènent une lutte qu'ils ont abandonnée depuis, ils ont tout abandonné depuis, parce que ce qu'ils ont refusé en 2019, ils l'ont accepté en 2023. Toutes les lois sont là. Ce qu'ils ont refusé en 2020, ils l'ont accepté en 2023. Ce qu'ils ont refusé en 2021, ils l'ont certifié en 2023. Parce qu'ils jouissent aujourd'hui des avantages de la révision de 2019 et de tous les tests de 2019. Ils sont au Parlement, donc ils sont désormais républicains. Donc, ils comprennent les tests, ils sont dans l'application, la mise en œuvre des tests. Ça, c'est normal. Maintenant, ils ont utilisé le pouvoir que le peuple leur a donné pour rejeter une loi. C'est tout à fait démocratique. C'est tout à fait démocratique. Donc, et là, ça veut dire que les tests qui sont là leur permettent de jouer leur rôle de député à l'Assemblée. Chacun interprète à son goût ce qui a été fait. C'est-à-dire que, est-ce que la loi qui a été proposée, c'était pour aller dans le sens qu'eux disent,
tout à fait non, je dis totalement non. Mais ils l'ont rejeté, c'est de leur droit, avec même la participation de certains députés de la majorité présidentielle. Vous devez constater qu'en Nord-Saint, il n'y a pas eu de sanction à l'endroit de ces députés. Nous sommes dans un schéma démocratique, ils se sont expliqués, nous avons compris d'où il fallait trouver solution aux problèmes qui se posaient et qui nous a conduits vers la Constitution. Il faut trouver solution ailleurs. Et vous allez voir maintenant leur réaction au cours de la validation de cette solution. Ils devaient se lever au même titre comme ils l'ont fait et chanter l'hymne national. Mais eux, ils chantent seulement l'hymne national quand cela répond aux égos qui les manifestent. Non, nous sommes dans l'esprit républicain. On leur a accepté ce droit, ce qui est normal. Donc, la loi de 2019 a fait du bien à la République, a fait en sorte que nous soyons dans une cohésion nationale. Ils ont une majorité respectée. Le code aujourd'hui qui est en exercice fait que nous avons une stabilité au Parlement. L'opposition est stable. On reconnaît les groupes et chacun joue son rôle. Chacun peut être qualifié d'une manière ou d'une autre, mais chacun joue effectivement son rôle. Et dès que nous avons compris qu'ils ont rejeté, nous n'avons pas saisi, par exemple, la Cour constitutionnelle. Nous avons accepté, mais c'était un problème qui se posait. Pas de regret. Non, mais puisque c'était un problème qui se posait. C'était un problème qui se posait. Donc, il fallait donner une réponse à la Cour constitutionnelle sur la base de ce qui doit se faire en 2026, les exigences. Donc, nous avons trouvé une autre solution à travers le code et c'est réglé. Donc, chacun joue son rôle. Personne ne voulait ici changer la nature de la République. C'était strictement pour trouver une solution. Mais comme la manipulation est le jeu favori de l'autre côté, donc ils ont manipulé. Vous allez voir, ils seront rattrapés dans le débat, vous allez voir. Ils ont été rattrapés après parce que la méthode n'est pas une méthode constructive. C'est une méthode qui, en fait, crée la division et crée, en fait, au sein des populations, un état de peur, de suspicion. Nous ne sommes plus à cet état. Nous avons réglé ce problème, Dieu merci, par la force des institutions que nous avons, par la qualité des institutions et par la qualité des hommes qui gèrent ces institutions. Et nous avons victorieusement dépassé cet état. Alors, il faudrait que je rappelle aux téléspectateurs que ce projet de révision ou cette proposition de révision de la Constitution a été initiée par le député Hassan Seibou pour répondre à cette demande de la Cour constitutionnelle de répondre à cette exigence de qui parrainera en 2026 et bien d'autres demandes de la Cour constitutionnelle. Alors, M. Ama Fassogbe, sur ce rejet de la révision de la Constitution, pas de regret, vous assumez vos députés assumez. Non, si nous sommes dans le même système encore aujourd'hui, le bloc républicain, peut-être un député va encore introduire une loi du projet de la révision de la Constitution pour quand même répondre à l'injonction de la Cour constitutionnelle. On assume, on ne regrette pas. Et nous avons toujours assumé. Quand ça a été rejeté pour nous, ils ont chanté l'hymne national. Mais 1-2 semaines après, nous aussi, on a chanté l'hymne national, même si on n'était pas au Parlement. En tant que militants, nous avons chanté l'hymne national. Mais je vais revenir sur 2019. Quand mon grand frère Mohamed Okri dit que nous sommes enfermés, les députés se sont enfermés au Parlement pour réviser une constitution, non. Mais les textes sont votés, traités à l'Assemblée nationale. Et personne n'a refusé aux démocrates de ne pas participer aux élections en 2019 de façon délibérée. Ils ont refusé de participer à une élection. C'est pas parce qu'un parti ne participe pas à une élection que les autres ne vont pas participer. Les autres ont participé. Il s'est fait que ceux qui, quand même, représentaient la victoire de leur participation aux élections en ce temps étaient le BR et l'UPR. Et si il arrivait qu'il faut toucher un test, c'est ceux-là qui vont toucher le test. Donc, on cesse de nous dire que les deux partis se sont enfermés pour réviser la Constitution. Ils ont refusé d'aller aux élections et puis c'est arrivé comme ça. Maintenant, en 2019, c'est les tests de 2019
qui ont ramené les démocrates au Parlement, ils ont 28 députés. Donc, si les tests étaient si mauvais, ils ne peuvent pas quand même finalement respecter ces tests et avoir 28 députés. Donc, qu'on cesse de nous dire on s'est enfermé en 2019 pour voter une constitution. Maintenant, la Cour constitutionnelle a fait une injonction au Parlement parce qu'il y avait problème. Nous avons un problème de... Est-ce qu'il faut faire les élections présidentielles avant pour donner une majorité? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout président quand même qui veut bien gérer son pays en faisant un projet de société et qui arrive à remporter les élections, il doit gouverner avec une majorité. Regardons le Sénégal. Les jeunes qui sont venus au pouvoir, au début, ils ont du mal parce qu'il y avait une majorité qui était acquis à la cause de Macky Sall. Mais ils ont fait une élection anticipée, une élection législative anticipée. Il a dissous le Parlement, ils ont fait une élection anticipée pour pouvoir gouverner le pays. Donc c'est normal qu'on dise, est-ce qu'il faut organiser les élections présidentielles avant les élections législatives et municipales couplées pour quand même donner une majorité au président de 2026? Il se posait ces problèmes. Qui parraine les députés et le duo de la candidature de 2026? Est-ce que c'est les maires de maintenant ou les députés de maintenant? Donc, c'est ces choses qui sont quand même mises dans le projet de révision de la Constitution. Il n'y a pas autre chose. Les démocrates ne comprenaient pas, ils l'ont expliqué. On n'a pas touché. C'est qu'on s'attaque sur la révision, sur la Constitution plutôt qu'au code électoral. C'est plus le code que la Constitution. C'est ce qu'ils ont brandi entre-temps en voulant rejeter bien d'autres sujets sur cette révision. Non, mais ce qu'on peut régler quand même en 3 articles, a été réglé en plusieurs articles. Quand vous regardez le nouveau code électoral, il y a beaucoup de choses dedans. On aurait quand même dû accepter cette révision de la Constitution pour régler ponctuellement le problème que nous avons. Mais plus nous avons ces problèmes, il y a 2 problèmes qui se sont ajoutés. Comme il faut renforcer les partis politiques, il faut avoir des véritables partis politiques qui doivent créer l'unité nationale. Donc, dit que cette révision aujourd'hui, c'est une révision pour quand même, ça cache des choses, non, c'est pas une réalité. Et moi, j'ai suivi l'élément tout à l'heure, je suis fier de mon pays, parce que nous avons senti qu'au Bénin, il y a la démocratie. Vous voyez, ils ont eu une minorité de blocage, ils ont bloqué, mais le nouveau code électoral est venu, ça a pris en compte tout. Ça a pris en compte tout, et ceux qui ont chanté l'hymne national, au lieu de se lever pour rechanter l'hymne national, ils n'ont pas pu chanter. Mais nous, qui avons quand même chanté avec eux, parce que si vous observez bien, au moins ils chantaient l'hymne national, il y a des députés de la mouvance aussi qui ont chanté avec eux. Mais le nouveau code électoral a été voté, et nous, moi je ne suis pas député, mais de ma position d'homme politique, j'ai aussi chanté l'hymne national devant ma télévision. J'ai chanté l'hymne national pour la victoire, pour qu'il n'y ait pas du blocage en 2026. Parce que ce que les démocrates ont toujours voulu, c'est le blocage. Il faut bloquer, il faut créer des troubles dans le pays. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2019. Ils ont fait ça, mais nous on a dit non. Ce pays, c'est un pays de paix. Et il faut les contourner. Nous, on va discuter avec eux, on va parler avec eux, on va trouver le juste milieu pour les contourner. Mais ils sont toujours en adversité, ils sont toujours en style de blocage, ils sont toujours en contradiction contre eux-mêmes. Parce que moi, je ne peux pas refuser un test en 2019 et accepter le test en 2003. Revenir au Parlement avec le test en 2023. Et aujourd'hui encore, critiquer encore ce test qui m'a ramené. Ce test qui fait que aujourd'hui j'ai des monuments en tant que député au Parlement. Donc, ils sont souvent en contradiction avec eux, mais nous sommes tous des Béninois. Nous allons trouver un consensus, nous allons trouver le juste milieu pour évoluer. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport. S'il faut répéter aujourd'hui, le Bloc républicain est prêt. Nous assumons cette proposition parce que cette proposition est venue d'un député du Bloc républicain et le parti, vous n'êtes pas sans savoir, en ce temps, le président du parti, le bureau politique du parti, le bureau exécutif national du parti, nous avons tous assumé la position que
le président du groupe parlementaire, l'honorable Hassan Seibou, a fait en proposant cette loi. Voilà. Alors, Monsieur Okri Assogba, quelques jours après je ne sais pas si je vais dire chaud patriotique, en tout cas, tout ce poids de la démocratie que vous avez chanté, eh bien, il y a eu la relecture du code électoral qui n'a pas été de votre goût. Et jusque-là, vous réclamez une autre révision de ce code électoral. Est-ce qu'avec le recul, puisque nous sommes en train de faire une rétrospective, vous pensez vous êtes fait avoir à l'usure? Merci Madame Toboula, nous ne sommes pas fait avoir. Et je voudrais, avant de répondre à votre question, relever quelques propos que j'ai entendus de la part de mes contradicteurs. Pour bien vivre le présent et se projeter sur l'avenir, il ne faut pas occulter le passé. Ils sont en train de m'opposer le fait que le parti Les Démocrates, qui a refusé de prendre part aux élections législatives de 2019, revienne en 2023 et se servent des mêmes tests qu'ils ont contestés pour être au Parlement représentés par 28 députés. Est-ce faux? Ce n'est pas faux, mais d'où est-ce que nous sommes partis? La 7e législature finissante a connu des couacs avec le régime. Je suis d'accord avec eux que tout président de la République a besoin d'une stabilité parlementaire pour gouverner le pays. Compte tenu de notre régime, nous sommes d'un régime semi-présidentiel. Vous êtes contre quoi alors si vous êtes Nous sommes contre le fait. Comment en sommes-nous arrivés au fait qu'en 2019, il n'y a eu que 2 partis, UP et BR, qui aient pris part aux élections législatives? C'est dû au fait qu'ils ont sorti dans un chapeau l'histoire de, comment on appelle, certificat de conformité, et les autres se sont dit, mais c'est un blocage, parce qu'on était, figurez que vous, on se rappelle, on était à quelques jours du dépôt des dossiers, et les autres ont dit c'est un piège. Je me rappelle encore à l'époque, le président Talon, après avoir reçu tous les parties prenantes à la présidence de la République, a dit, retournez au Parlement me trouver une solution, parce que je ne serai pas fier d'avoir un Parlement où il n'y a que mes partisans. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, Madame Toboula. Qu'elle ne soit pas longue, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour... Bon, non. Finalement, il y a eu ce que vous avez eu, parce que la parenthèse que je voulais ouvrir... Non, je n'ai pas interdit que vous l'ouvriez. Ah bon, la parenthèse que je voulais ouvrir est que moi, j'avais déjà eu... Malheureusement, la personne n'est pas libre de ses mouvements aujourd'hui pour me contredire. Une haute personnalité de ce pays qui m'a dit, Mohamed, parce que je discutais de ce qui se passait. J'étais de la majorité présidentielle à l'époque. Et je lui étalais mes craintes. Il m'a dit, Mohamed, si nous décidons d'avoir un Parlement uniquement à nos couleurs, nous l'aurons, rien ne se passera. Ils l'ont eu, mais il y a eu des tueries dans le pays. Ce que nous voulons dire, c'est quoi? Il ne faudrait pas que on embrouille les esprits pour dire ils ont refusé tel test, ils sont revenus accepter les tests. Madame, je crois que nos amis de la majorité présidentielle doivent pouvoir remercier le parti Les Démocrates qui ont accepté de se conformer en 2020 en créant ce parti après les démêlés qu'ils ont eus avec qui vous savez par rapport à FCBE, parce que, ça je ne vous le cache pas, tout le monde le sait, il y a des courants qui disent il ne faut pas rentrer dans le jeu de ce pouvoir. Ça veut dire qu'en 2020, ils auraient pu dire non, on continue de les laisser gérer seul le pays. Aujourd'hui, ils sont heureux de dire on a l'opposition au Parlement. Alors pourquoi ne pas faire en sorte que le reste du parcours se passe sans heure? Serait-ce eux qu'ils disent, qui se réjouissent qu'on ait l'opposition au Parlement, ou vous, opposition, qui vous réjouissez finalement d'y être? Tout le monde s'en réjouit, la majorité présidentielle doit s'en réjouir davantage parce qu'à l'international, la parenthèse de 2019-2023 est une tache noire dans notre démocratie. Ce n'était pas une fierté d'avoir un Parlement entièrement acquis à leur cause. Monsieur Agossa, on a fait les mêmes universités avec Armand. On a fait les luttes pour l'émancipation des peuples, pour l'exercice de la démocratie. Aujourd'hui, on ne peut pas m'opposer le fait que c'est parce qu'on a 81 députés qu'on fait tout ce qu'on veut. Ce n'est pas bien. On gère un pays pour le bien-être de tous. Et je vois M. Agossa vouloir réagir. Oui. Vous réagissez pour qu'on puisse évoluer. Oui, je réagis en disant que soyons dans la logique républicaine. Une loi, dès qu'elle est votée, elle devient une exigence pour tout le monde.
Ça, c'est le véritable problème du départ. Et c'est ça, les normes de la démocratie. Les normes de la démocratie est que s'il y a une loi votée par des députés, ce n'est pas les marchands en ville qui ont voté la loi. Les lois qui ont été votées en ce temps, ce n'étaient pas les députés monocolores du système Talon. Rappelez-vous en 2019, quand Talon était venu, ce n'est pas, c'est-à-dire le Parlement, avant 2019, le Parlement qui avait voté certaines lois, ce Parlement était un Parlement qui était là et qui avait voté les lois. Et dès que ces lois ont été votées, elles deviennent alors la légalité qui s'impose à tout le monde. Il s'est fait que dans le pays, une partie s'est dit, nous ne respectons pas la légalité républicaine. C'est là le véritable débat démocratique. Nous ne respectons pas la légalité républicaine. Et nous ne voulons pas nous conformer à la loi, d'autant plus que cette loi, la manière dont elle a été votée, ne nous convient pas. Si chacun se lève dans le pays pour dire que la manière dont une loi a été votée par une institution ne lui convient pas, et pour cette raison, alors ce groupe dit « je ne respecte pas la loi », nous serons dans l'anarchie. Donc c'est ça ce qui s'est passé. Mais comme on s'entendait, comme il y avait souvent des compromissions dans le pays entre-temps, ils étaient dans la logique. Comme lui le dit, il était de la majorité, mais moi j'étais de l'opposition. C'était bel et bien une stratégie, je dis à Mohamed, c'était une stratégie pour faire partie talent du pouvoir. C'était une stratégie politique. Chacun avait sa stratégie. Personne ne peut dire que ce n'était pas une stratégie, même si les anciens là étaient dans, c'était dans une stratégie. Donc, ils ont perdu dans leur stratégie. Et dès qu'ils ont perdu, c'est leur comportement qui a amené des tueries. Je suis de ceux qui disent que toute loi d'amnistie dans ce sens devait être remise en cause. On doit juger tout le monde. Et je dis, le principe ici est clair. Je l'ai dit en face de qui il fallait le dire. Je demande au président Boni Yayi, quand lui il était au pouvoir, si le général Mathieu Kérékou a eu le même comportement que lui l'a eu en 2019, pouvait-il rester au pouvoir? Il fallait une sagesse d'un ancien chef d'État dans le contexte républicain béninois. Il peut se mettre dans ce sens pour savoir là où se trouve sa responsabilité en tant que sage et autorité de ce pays. Donc, ce qui est clair, la partie qui a refusé la légalité républicaine se dit aujourd'hui victime. Non, ceux-là doivent être pénalisés par la loi parce qu'ils ont porté atteinte aux exigences de la loi. Donc, c'est eux qui n'ont pas respecté la loi. Et nous avons pour preuve aujourd'hui ce que dit M. Mohamed. Il dit, vous êtes entrés dans notre jeu. Non, vous n'êtes pas entrés dans le jeu du pouvoir. Vous êtes entrés dans la légalité républicaine. Vous respectez désormais les tests. Et le président Boni Yayi n'est pas bête. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui n'a pas accepté de prendre la tête d'un parti clandestin. Il a d'abord accepté que le parti respecte tous les tests et toute la légalité avant maintenant de prendre. Lui, il a accepté que les Djenotins soient à la tête d'un parti clandestin. Mais lui, pour être président, il a dit qu'il faut qu'il y ait toute conformité avant d'amener lui et son fils. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est Dieu merci, nous devons respecter les tests, et Dieu merci, nous avons eu une autorité à la tête de l'État. Notre pays avait besoin d'autorité. L'autorité de l'État a été exercée et bien exercée en 2019 pour nous permettre de continuer dans le sens des réformes, et la légalité s'est imposée. Et en 2023, ils sont venus, ils ne sont pas entrés dans un jeu, ils sont entrés dans la légalité républicaine et ils ont fait preuve de courage, mais je veux dire, de l'esprit démocratique au Parlement, en rejetant une loi qu'eux jugent qui n'était pas conforme à la bonne marche du principe démocratique dans le pays. Ça, c'est cohérent. Donc, mais dire que nous avons fait ça, et la loi était exclusive, et c'est parce que c'est ça, c'est un déni de la réalité. François Gbé ne dira pas autre chose, hein, donc on peut continuer. Je ne dirai pas autre chose, mais il faut qu'on tourne le passé des tueries, parce que
qui a amené les chasseurs à Tchaourou, à Savé, à Banté? Qui a amené les chasseurs? Hein? On doit restaurer l'autorité de l'État. Qui a monté les gens à ce qu'ils reprennent la route à Kadjeou pour casser des édifices publics et privés? Dans un pays sérieux, on ne peut pas accepter ça. Donc, moi, je veux que nous tournons ce passé et que nous évoluions. Parce que on ne peut pas... Le vrai problème de notre pays aujourd'hui, c'est le non-respect des tests. Quand nous votons les tests, il faut qu'on respecte les tests. Voilà le nouveau code électoral qui est voté. On n'a même pas encore expérimenté. Et on parle de la réélecture. C'est une fuite en avant. Il faut d'abord aller à l'examen avant de dire que tu vas échouer ou tu vas réussir. On ne peut pas ne pas exercer le nouveau code électoral. On n'est même pas encore allé aux élections pour savoir en quoi ce code-là a posé problème à tous les partis prenants. Et on demande déjà la réélecture. Un code à laquelle ils ont participé, ils ont amendé, ils ont participé au débat. Que ce soit au niveau de la commission des lois, que ce soit au niveau de la plénière. On demande la réélecture, mais allons aux élections d'abord avec le nouveau code. Ils vont vous opposer la relecture de cette loi qui porte explication et complément de la loi pour désigner les maires et autres. Vous le savez, je ne veux pas vous relancer là-dessus. Je préfère qu'on évolue dans le débat. Alors, Monsieur Okri Assogba, je vous posais la question tout à l'heure. Pourquoi, quand il s'est agi du rejet de la Constitution, vous en êtes réjoui, vous avez parlé de la vitalité de la démocratie, mais quand eux, ils expriment leur majorité de blocage, si on peut le dire comme ça, vous vous en offusquez et vous chantez à qui il veut que ce n'est pas démocratique. Non, madame, nous ne nous en offusquons pas. Nous ne nous en offusquons pas parce que le code en question comporte des gemmes d'une nouvelle situation explosive pour 2026. Et je m'en voudrais de ne pas rappeler à mes camarades ici présents sur le plateau qu'il ne faut pas retourner l'histoire pour dire aujourd'hui qu'il y a eu tuerie en 2019, c'est de la faute de l'opposition. Ce n'est pas bien de le dire. Non, je reviens au sujet pour vous dire, parce qu'ils sont deux, je suis seul. C'est pas nous qui l'avons imposé. Je leur rappelle que le 4 mai... Oui, vous m'avez expliqué déjà que c'est la configuration du Parlement. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, mais ce n'est pas non plus superflu de le rappeler. Ce n'est pas à charge, je suis d'accord avec vous. La preuve, j'ai accepté de venir, seul contre eux deux. Le 4 mai 2015, président Irénée Josias Agossa, il y a eu un désordre organisé ici parce que c'était vers la fin du régime du président Yahi Boni. Le président Yahi Boni n'a pas fait tirer sur des populations à balles réelles. Le 1er mai 2019, ça s'est passé et vous dites que c'est parce qu'on a amené comment vous avez appelé ça? Des chasseurs, qu'on a fait marcher les gens à Kadjeou. Mais je rappelle que nous avons fait les mêmes universités. Non, c'est... Non, ils sont dans le déni de ces éléments ou de mettre ça sur le compte de l'opposition. Que faites-vous, président Agossa, ce qu'on nous enseigne à l'université, que faites-vous de l'autodétermination des peuples à s'émanciper et à œuvrer pour leur démocratie? Lorsque les gens se jettent dans la rue, vous ne pouvez pas dire que c'est Yahi Boni qui a donné le mot d'ordre. Vous avez réprimé, mais à une proportion exagéré, c'est ce que nous disons. Et je suis d'accord avec lui qu'il faut revenir sur la loi d'amnistie. Pour revenir à votre sujet, le code électoral. Ama Fassogbe dit que nous avons fait des amendements, mais c'est les amendements qui arrangent le groupe des 81 qui ont été pris en compte, réduction de montant de caution et nombre de... Quoi vous avez dit? Les problèmes essentiels sur lesquels les LD se sont battus, ils ont tout battu en brèche. Et je dis... Devrait-il tout accepter aussi? Non, il n'était pas obligé de tout accepter. Je vous ai dit que nous sommes partis du code de 2013. Ils l'ont modifié seuls en 2019 et ils sont revenus le modifier en 2024, en mars dernier. Ce que nous disons, nous, on ne dit pas que... Nous ne demandons pas qu'on taille un code qui soit en faveur exclusivement de LD. Nous disons, faisons en sorte que les électeurs nous départagent.
Mais tel que c'est fait là... N'est-ce pas dans les urnes, justement, que les électeurs départent? Non, justement, madame, ce n'est pas que dans les urnes. On a des exemples du passé. 2019, 2020, 2021, 2023. On sait comment ils proclament les résultats. Et nous avons dit, la Cour a validé ce code-là et nous disons, si en 2000... C'est pas la mouvance qui proclame. Non, moi, je dis ce qui existe. C'est pas le gouvernement qui proclame les résultats d'une élection. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la Sénat. Ça dépend de justement. Et nous savons comment ces institutions sont habillées actuellement. Selon les lois de la République. Ils me rétorqueront que c'est la majorité qui a mis en place tout cela. Mais selon les lois de la République. Cette majorité est venue d'où? Cette majorité est venue du Parlement monocolore de 2019. Et on nous oppose, à nous qui sommes nés après, on a dit qu'à cela ne tienne. Mais dans le code, faites en sorte que tout le monde soit apaisé à l'issue des élections. On dit non. Si en 2026, ce que nous craignons arrive, nous rendrons tout le monde responsable, y compris la Cour constitutionnelle qui n'a pas pris les dispositions pour dire, mais au cas où aucun parti n'a les 20% dans toutes les 24 circonscriptions électorales, comment on fait? La Cour n'a pas répondu à cette question et on laisse ça comme ça, on dit allez-y. Il vient de dire, essayons d'abord. La Cour ne répond pas aux questions, la Cour contrôle. Non, vous connaissez sa rôle. La Cour a le droit de dire, la Cour doit dire, mais quand vous présentez, quel est le rôle de la Cour? Elle regarde si c'est conforme à la Constitution et ensuite, elle est régulateur des institutions. Ensuite, elle dit, mais ce que vous avez dit là, ça peut avoir telle conséquence. Allez me revoir ça. Des coups ont déjà fait injonction à l'Assemblée nationale pour revenir sur des lois votées. Ne serait pas qu'il vous souvienne de sa part de se poser cette question alors que le test en vigueur n'a même pas encore été expérimenté. On peut l'expérimenter et constater que il y a effectivement des partis qui ont légifère pour l'avenir. Bien sûr. On légifère pour l'avenir. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut que la Cour attende qu'on expérimente d'abord. Parce que là, on veut nous conduire vers Je ne vous coupe pas, mais je suis obligé de poser les questions au fur et à mesure. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne puisse pas atteindre ces seuils, qu'aucun parti ne puisse obtenir... Parce qu'on a déjà expérimenté les 10%. Il y a eu des partis et on connaît les seuils de chaque parti. Oui. On passe brutalement à 20% et on ajoute dans toutes les circonscriptions et on dit qu'il faut aller au moins au 3/5e ou bien c'est par rapport à un autre ça, c'est le parrainage. Voilà, ça, c'est le parrainage. Mais les 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales, il suffit qu'un seul parti manque des 20% dans une seule circonscription électorale ou que cette partie perd tout, donc d'où nous disons qu'ils sont en route encore pour un parlement monocolore, ou tous les trois partis aujourd'hui, UP Le Renouveau, BR, LD, chacun d'eux perd une circonscription électorale, l'élection est nulle et de nul effet. Qu'est-ce qu'on devient dans le pays? C'est ça la question que nous on pose aujourd'hui. Et c'est ça que vous brandissez. Alors, voilà. M. Amand Fassobé, il vous a inversé, je vous laisse répondre. Oui. Et répondre à sa préoccupation. Hein, il parle des institutions monocolores. Je pense que la Sénat, aujourd'hui, nous avons l'opposition qui est à la Sénat. Nous avons le parti FCB aujourd'hui qui représente l'opposition à la Sénat. Personne n'a refusé aux démocrates de ne pas participer aux élections de 2019 qui a fait la configuration de la Sénat. Mais l'opposition est bel et bien représentée aujourd'hui à la Sénat. Donc c'est un éclaircissement que je fais. On parle de... Moi, quand on parle de 20% souvent sur le nouveau code électoral, je parle de mon parti politique. Vous savez, le Bloc républicain a perdu les élections législatives passées dans 3 circonscriptions électorales. Et dans ces 3 circonscriptions électorales, nous avons eu 25, 27 et 30% sans avoir un député. Que les gens cessent d'alarmer le peuple béninois. Et que nous devons savoir dans ce pays, le texte qui est voté, ça s'impose à tout le monde. Et nous devons travailler pour renforcer le test. Travailler pour renforcer le test, c'est d'aller chercher notre électorat. C'est d'aller en contact avec l'électorat pour renforcer notre parti politique. Et c'est ce que moi, mon parti, le Bloc républicain, est en train de faire aujourd'hui. Au lieu qu'on prenne tout le temps pour parler de la relecture. J'ai bien dit, j'ai bien dit. Pas moyen de se poser la question qu'il se posait. Non, que les gens cessent d'alarmer. Que les gens cessent. Les gens parlent tout comme si quand tu peux avoir 20% et ne pas avoir un député dans une circonscription électorale, c'est déjà, tu es éliminé. Non, c'est faux. Tu peux avoir 20%
et ne pas avoir de députés dans une circonscription électorale. Et j'ai donné l'exemple du BR. Nous avons perdu 3 circonscriptions électorales lors des élections législatives passées. Mais on a eu 25, 27 et 30% sans avoir un député. Donc, non, mais j'ai la parole et nous sommes dans un débat. Et j'ai pris tout le temps de vous écouter quand vous parlez. Donc, vous prenez aussi le temps de m'écouter. Donc, que les gens cessent d'alarmer le peuple béninois. Nous devons expérimenter le nouveau code électoral qui même va loin en parlant d'accord de gouvernance. Aujourd'hui, moi, j'aurais préféré que les démocrates, ils ont commencé, et j'ai applaudi le cadre de concertation des partis d'opposition. Il faut qu'il aille chez les FCBE aussi, et se renforcer, et avoir un parti compact très fort pour chercher les 20%, que de rester là à parler de la réélecture. Parce qu'il n'aura pas réélecture. Il n'aura pas réélecture. Nous irons aux élections de 2026 avec le nouveau code électoral. Et que chaque parti aille sur le terrain et chasser l'électorat et respecter ce principe de 20%. Monsieur Afosogbe, vous avez dit les circonscriptions dans lesquelles vous avez eu 20%. Mais est-ce que vous en avez eu dans toutes les circonscriptions électorales? C'est une question. Non, si je vous ai dit qu'en perdant dans 3 circonscriptions électorales, on a perdu avec 25, 27 et 30%, c'est que les autres circonscriptions, on a eu plus de 20%, 30%, 40%. Mais de quoi on nous parle? D'accord. De quoi on nous parle? Tout comme si c'est déjà la peut-être qu'il vous fera la contradiction. Moi, je n'ai pas ce rôle sur ce plateau. Les 20%, c'est déjà la fin du monde. Ce qu'on n'a même pas expérimenté. On va à l'examen et on dit qu'on va échouer sans aller à l'examen. Tu n'as même pas été soumis déjà aux épreuves. Tu ne connais même pas les épreuves. Et tu restes là pour dire non, je vais pour échouer. Je sais que je vais échouer. Mais allons à l'examen. Ah oui, c'est une fuite en avant. Expérimentons. Sur la chamaille au sujet de seuil d'éligibilité. Mais Monsieur Agossa, je veux vous poser une question réellement qui se projette. Est-ce que c'était utile pour la réforme que nous expérimentons, ce nouveau code électoral qui est aujourd'hui dans tous les débats et on continue, ça finit pas? Le débat est utile et la réforme est une suite de l'autre code. Parce qu'on ne parle pas de l'ancien code. Le code actuel n'est que la suite de l'autre code. Hein. C'est une modification de l'autre code. Et nous avons déjà expérimenté l'autre code. Et nous avons compris qu'avec les 10%, les nagos peuvent se réunir et avoir 10%. Les adjas peuvent se réunir, c'est-à-dire un parti peut se réunir, adja, et avoir les 10%. Un parti fond peut se réunir, un parti bâtonnou, et nous risquons, attendez, c'est ce que nous risquons d'avoir des partis strictement ethnisés et régionalisés. Nous avons eu ça entre 1960 et 1970 avec les partis d'Akwiti, d'Aromandebe, de Manga. Nous avons eu ça. Et les parents ne pouvaient pas vivre au moment des élections dans les régions d'où ils ne sont pas originaires. Il y avait des violences ici. L'histoire nous a enseigné ça. Et nous avons compris qu'avec les 10%, on ne peut pas échapper à cette situation. Il faut aller plus pour obliger les responsables politiques d'être présents dans toutes les circonscriptions électorales. Dans toutes les circonscriptions électorales. Ce qui oblige celui qui a son fief dans la 23e, 24e, 25e, 16e, etc. circonscription, d'aller dans la 9e circonscription, dans la 8e circonscription, pour aller se faire comprendre sur la base de quoi? De sa vision et du programme d'action. Le programme d'action qui n'est rien d'autre que la résolution des problèmes que posent les populations. C'est là le problème. Et personne ne veut évoquer ça. Puisqu'il faut dire ce pourquoi nous avons été vers les 20%. C'est exigeant pour tout le monde. Aucun des partis n'a eu 20% dans toutes les circonscriptions au cours de l'élection passée. Mais donc, ça veut dire que c'est exigeant pour tous les partis politiques. C'est pourquoi les accords ont été prévus. Et nous avons été très intelligents au Bénin. Pourquoi on veut saboter l'intelligence de notre pays? En France, c'est en pleine élection qu'on va vers les accords pour pouvoir barrer la route à un parti qui pouvait avoir la majorité.
Ça, les tests ont prévu, bravo. Ici, chez nous, nous avons prévu maintenant dans nos tests, au lieu que ça soit en pleine élection, qu'il y ait les accords entre les partis avant les élections et que les partis puissent élaborer un programme d'ensemble pour répondre aux exigences des populations. Et ça, c'est depuis la base. Et vous pouvez alors vous entendre pour aller conquérir le terrain sur la base de votre vision et de votre programme d'action. Donc, c'est important. Et c'est là la preuve même de la vitalité de notre démocratie. Et c'est ce qui va nous permettre de continuer avec la stabilité politique. Vous ne pouvez rien faire dans ce monde sans une stabilité politique. Voyez la grande France avec la grande démocratie. Tout ce qu'on connaît de la France aujourd'hui, voyez l'instabilité politique qui règne en France et qui crée les problèmes dans tous les domaines. Nous ne pouvons pas le faire ici parce que nous n'avons pas encore cette capacité de résister face à certaines situations. Donc, nous avons pris des précautions très tôt. Ici, ça ne serait facile pour personne. Tout le monde doit se battre. Ce que je reproche aux amis, c'est clair, c'est qu'ils sont simplement dans le déni de la réalité. C'est quoi? Ils ne veulent pas se mettre dans la logique de la mutation politique. C'est une mutation. Cessez de considérer que FCBE a été créé par tel, etc., comme vous en avez l'habitude. Allez-y vers les forces qui sont dans le même sens que vous. Et mettez-vous ensemble et mettez en place un programme national pouvant répondre aux exigences du peuple. Et là, nous irons vers le peuple. Et désormais, pas à travers des hommes, non, à travers des visions. Et nous allons nous affronter sur votre plateau ici, en ce qui concerne la question de l'énergie, en ce qui concerne la question aujourd'hui de la formation, en ce qui concerne la question du coût de vie. Et nous allons défendre chacun de nous par rapport à notre vision et dire nos représentants désormais vont voter telle loi allant dans tel sens pour favoriser la résolution de tels problèmes de nos populations. Donc, c'est l'objectif. Donc, c'est pour vous dire que cette loi n'a aucun problème. Et mieux, pourquoi ils vont contester? Ils ont procédé par la norme républicaine en allant poser leurs problèmes à la Cour constitutionnelle après le vote de la loi. Oui, il y a une douzaine de recours sur ce code électoral. La Cour constitutionnelle qui leur a permis de participer aux élections, puisque c'est la Cour, c'est un recours qu'ils ont fait à la Cour après la décision de la Sénat pour pouvoir participer à l'élection. La même Cour a dit la loi est conforme à la Constitution. La loi a été promulguée. Dès qu'elle est promulguée, vous avez une autre façon de pouvoir faire. C'est vous demander la relecture. Ah oui, la relecture se négocie au Parlement, puisque c'est les députés qui vont le faire. D'autant plus que vous avez négocié pour avoir le deuxième poste, le deuxième vice-président de l'Assemblée. Vous savez comment on négocie. Vous venez vous expliquer le fondement de la chose. Et vous discutez, d'autant plus que quand vous voulez rejeter, selon votre compréhension, la proposition de loi de révision de constitution, vous avez pu convaincre certains parmi nous. Allez-y dans la même démarche. Au lieu de créer la suspicion au niveau de tout le monde, au lieu de créer la peur pour dire que non, ça ne va pas marcher, etc. Non. Je dis aujourd'hui aux démocrates, au parti Les Démocrates, votre jeu ne marchera plus. Ce jeu où on se victimise là, pour montrer que c'est nous qui sommes les victimes, etc. Parce que vous voulez participer. Vous allez participer. Vous allez participer et vous voulez gagner. Parce que vous dites partout que vous êtes le parti du peuple. Comment un parti du peuple a peur du peuple? Vous ne pouvez pas avoir peur du peuple. Aujourd'hui, on va vers le peuple. Allez vers le peuple. Dites ici que c'est ça, que c'est ainsi que ça se constitue. Dernière chose, nous n'allons pas continuer à dénigrer nos institutions. Je vous en prie. Mais vous aurez une autre prise de parole. Dites que les institutions, on sait ce qu'elles sont. L'institution en 2016, la Cour constitutionnelle, quel député Talon avait? Quel membre de Cour Talon avait? Mais pourtant, Talon est sorti vainqueur. Vous parlez de ce que vous ne savez pas. Attendez, Talon est sorti vainqueur de cette élection. Nous avons des institutions enviées et enviables. Des institutions fortes. Des institutions qu'il faut consolider par un système politique bien encadré à travers
la réforme. Donc, ne banalisez pas nos institutions. Nos institutions sont aujourd'hui les piliers de la République. Et c'est par là que nous allons nous en sortir. Vous ne pouvez pas continuer avec ce discours et vous dire au peuple que vous êtes des républicains. Vous portez atteinte à l'esprit républicain à chaque instant quand vos intérêts sont menacés. Donc, je pense que laissez vos intérêts, prenons en compte l'intérêt national. Tout le monde est en difficulté. Tout le monde, aucun parti ne peut dire aujourd'hui que moi, je peux avoir les 20% dans toutes les circonstances. Tout le monde est en train de se battre pour que cette réalité soit effective et que les objectifs que nous nous sommes fixés soient vrais. Je veux que nos amis nous disent si ce que j'ai dit sur l'utilité de la réforme, si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, le débat de fond est là. Je vois M. Okriachegba brûler d'impatience de dire à M. Agossa ce qu'il ne sait pas, puisque vous savez ce qui est. Mais il y a plusieurs questions qui sont ressorties des propos de M. Irénée Agossa. La première question, c'est pourquoi vous ne voulez pas vous mettre dans la logique de la mutation politique? En fait, c'est une préoccupation qui c'est une vue de l'esprit de Irénée Agossa. Nous ne sommes ni alarmistes, ni nous ne développons pas non plus la peur du peuple. J'ai dit tantôt que nous sommes d'accord pour rester dans le moule de ce qui est fait. C'est pour ça que LD a pris part aux élections législatives de 2023. Et quand il me reproche, presque en des thèmes menaçants, de ne pas peindre en noir les configurations des institutions. Il n'a menacé personne ici. Non, j'ai dit presque. Non, je connais mon ami René Agossa. C'est pour m'empêcher de dire ce que je pense, il n'y parviendra pas. Quand je dis que nous connaissons les couleurs des institutions chargées de réguler la vie de la nation béninoise, c'est ce que je pense que je dis. Nous savons comment elles sont mises en place. Ils m'ont rétorqué que c'est conformément à la loi. J'ai dit, ok, allons-y. Pour revenir au sujet qui semble nous diviser depuis, nous, on n'a pas peur d'aller aux élections avec le code tel qu'il est. Et vous avez peur de quoi? Non, nous disons que quand ça va chambouler, nous aurons attiré l'attention. Pourquoi? Je vais vous dire. Non, ça va chambouler. Ah bon, ça, nous en sommes certains. Vous êtes catégorique, vous êtes péremptoire. Oui, c'est ça qui intrigue. Nous sommes tous béninois. Il a relevé et son alter ego, Ama Fossogbe, en disant qu'ils n'ont pas eu les 20% dans toutes les circonscriptions électorales en 2023. C'est vrai, je lui accorde le crédit de ce qu'il travaille pour qu'il en soit ainsi en 2026. Vous pensez que LD aussi ne peut pas travailler pour avoir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales? Nous y travaillons également. Non, mais ce que nous disons, ce sur quoi il compte, et nous on le sait désormais, c'est la manière de donner les résultats. Laissez-moi vous dire, M. Agossa, en 2023, je n'y étais pas, mais LD n'a pas pu prouver, n'a pas pu apporter les PV de toutes les contestations qu'elle a soulevées devant la Cour constitutionnelle. Du fait de qui? Ben, du fait des tests. Parce que quand les tests ont dit qu'il y a le procès verbal est en 5 feuillets et 3 doivent aller à la Cour constitutionnelle, à la Sénat, et 1 doit être gardé par le coordonnateur d'arrondissement, le 4e doit être affiché. Il reste un seul feuillet. Et le code a dit que ce sont ces feuillets-là qui tiennent lieu d'original de PV. On ne pouvait pas proposer une modification alors de cette partie. Mais il refuse, il dit, comme à ses habitudes, il refuse. Quand nous disons que c'est mauvais, qu'elles sont faites. Et il nous répond que comment nous nous sommes pris pour que nous ayons comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Basile Lahos, il ne l'a pas nommé. Mais Irénée Agossa parle souvent de ce qu'il ne maîtrise pas. Dites-lui ce qu'il ne maîtrise pas alors. Basile Lahos, il n'était pas demandeur. Il a été approché et vous avez vu le score auquel il a été élu, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. A contrario, les autres postes où l'a-t-il refusé? Il n'était pas preneur selon vous, mais l'a-t-il refusé? Nous sommes en démocratie, on n'est pas dans du négationnisme. Vous ne pouvez pas dire qu'il aurait pu refuser. Ça n'aurait pas été bien. A contrario, les autres postes à l'Assemblée nationale, les commissions, ils ont tout fait pour nous rejeter. Et de quoi ils nous parlent aujourd'hui? Vous ne voulez pas gouverner le pays dans le consensus. Vous voulez tout à vous et à vous seul. Et c'est ça qui pose problème dans le pays. Voilà.
Quelqu'un voudrait dire vous qu'on évolue. Non, ça doit être normalement, monsieur Afonso. Je dis. Et je rappelle que c'est le dernier tour de table sur le code électoral. Je dis, nous sommes en démocratie. Les amendements que la majorité présidentielle a apportés au moment de la révision de la Constitution et les explications, vous les avez acceptés? Non. Parce que vous avez la majorité, vous avez la minorité de blocage. Vous avez même interprété à votre manière ce que nous, on voulait. C'est la démocratie qui l'a exigé. Et vous avez rejeté. Et vous avez dit que vous avez sauvé le peuple. Mais nous, on sauve aussi le peuple. On a mieux sauvé le peuple que vous, en trouvant solution au problème et en améliorant les conditions à travers le code. Mais on est dans la même logique que vous. Pourquoi quand vous sauvez le peuple et nous sauvons aussi le peuple, vous voulez dire que c'est faux? Vous pensez que vous sauvez le peuple mieux que nous? Qui veut alors tout prendre pour lui? Quand il ne s'agit pas de lui, tout est mauvais. Et vous présagez déjà que 2026 serait catastrophique. Pourquoi vous alarmez le peuple? Pourquoi vous alarmez? Même si l'honorable Akhossi a accepté, on l'a approché, il a accepté. Au moins, il a ouvert sa porte. Il profite du fait qu'on l'a approché pour désormais pénétrer les autres, pour leur dire, mais vous m'avez approché, moi j'ai accepté. Désormais, pour le code à tel niveau, pour qu'il y ait chose, mais faites-le comme vous l'avez fait. Et faites-le comme je l'ai fait envers vous, au nom de la nation. C'est ce que je dis. La démarche est partout. Mais ne pas être fermé, c'est cette démarche. Le Parlement, c'est pour le dialogue, c'est pour la négociation. Mais ce qui vous a eu, c'est l'interprétation que vous avez faite de votre soi-disant victoire en rejetant la révision de la Constitution. Vous avez tout transformé. C'est ça qui a bloqué tout. Si vous étiez dans la même logique pour montrer que ce n'était pas pour ramener talent, vous n'avez raconté tout ce que vous voulez, et que vous avez dit non, ça là n'est pas bon. Allons-y vers le code. Mais tel article du code n'est pas bien. Tel article du code n'est pas bien, et que nous discutons, tout allait se passer convenablement. Et moi, je crois que le respect des institutions est capital. On ne peut pas continuer à dire, et je ne veux pas accepter, tant que je suis présent au niveau d'un plateau, que quelqu'un qui est d'un parti politique dit que les institutions sont personnalisées. Non, les institutions ne sont pas personnalisées. C'est bien le cas. Les institutions sont parce que vous-même, vous allez peut-être venir au pouvoir avec une majorité et désigner les membres d'institutions. Et en ce temps, si chacun se lève pour dire que les institutions, c'est tel, non. Institution, c'est institution. Quand on va désigner M. Okri, président de la Cour constitutionnelle, il incarne la Cour constitutionnelle, un point, un tiret. Donc, il n'incarne pas son parti, il incarne la Cour constitutionnelle et il tient compte de la rigueur au niveau de la Cour constitutionnelle. On ne tient pas compte du sentiment, on juge selon la conformité aux lois. Donc, moi, je crois que tout ce qui est là, c'est le respect des tests. Nos amis doivent respecter les tests. Et nous sommes prêts à discuter avec eux tant qu'ils seront dans la logique du respect des normes républicaines et de la logique des tests. Oui, je voudrais préciser quelque chose, apporter. Vous savez, quand on est allé aux élections législatives passées, nous n'étions pas dans le nouveau code électoral qui prévoit 20% dans chaque circonscription électorale. C'était 10%. Et moi, je donne les chiffres, je donne les résultats par rapport à ces 10%. Et je le dis que nous avons, moi, mon parti, le Bloc républicain, est allé au-delà de ces 10%. Et dans les 3 circonscriptions où nous avons perdu les élections, les chiffres sont là et je le réitère et je le dis avec force. Je le dis parce que je compare ces élections par rapport au critère de 20% qui est renforcé. De 10%, on est allé à 20%. Si, lors des élections législatives passées, c'était 10% et on est allé au-delà de 20%, pourquoi ne pas travailler pour aller là? Cessons d'être à la mise et travaillons et allons occuper le terrain pour quand même respecter Parce que, moi je le dis fermement, on ne peut pas on ne peut pas discuter de ce nouveau code électoral sans expérimenter. Expérimentons, allons aux élections.
Si, en expérimentant, nous voyons que aucun parti politique n'a eu 20% dans chaque circonscription, encore que on parle d'accord de gouvernance. Nous sommes de la majorité présidentielle. L'UPR et le BR, nous allons faire ce qu'on appelle accord de gouvernance. Et que les démocrates aillent voir les FCBE qui ont des mairies. Parce que ils vont même loin en disant que nous avons taillé le truc d'une manière où ils ont 28 députés. Et si on achète un député dedans, est-ce qu'ils peuvent avoir de candidature? Mais aujourd'hui, les FCBE ont beaucoup de mairies. Négocions avec eux. Respectons le principe de l'unité nationale. Parce que nous renforçons les partis politiques. Au moment où nous étions dans le multipartisme intégral, le PRD, on parle de l'OUME à Akpakpa, la RB, la 16e et le ZOU. On voit les Kadounia, les FA, la FIA qui sont un parti Bariba du Nord. Donc, c'est ça. Un parti politique qui a des députés à Djougou doit avoir le député chez moi à Boumé. Oui. Un parti politique qui a le député à Boumé doit avoir le député à Kétou. Absolument. Et c'est ce que la réforme du système partisan prévoit. C'est ce que le nouveau code électoral renforce. Ça renforce l'ancrage des partis politiques sur le plan national. Ça n'a rien de suspect ou c'est un code électoral qui va contre un parti politique. Puisque les 20% ne sont pas donnés uniquement aux démocrates, à tous les partis politiques enregistrés sur le plan national, qui aspirent quand même à aller aux élections, ou bien qui aspirent quand même à gouverner ce pays. Donc, respectons les tests au lieu d'être à la mise. Chaque fois, on dit, on n'est même pas allé aux élections, on dit, ça va chambouler, et il y aura de casse, quel casse il aura? Quel casse il aura? J'ai l'habitude de dire que notre chien aboie au Bénin, mais ça ne mord pas. En 2026, nous allons faire les élections dans la paix, et on va rester dans la paix, et nous allons nous revoir encore sur ce même plateau, pour encore faire un débat, faire le décryptage des résultats dans la paix. Et quand on va finir, on va s'embrasser. Ouais, donc, il n'y aura rien ne se passera en 2026. Qu'on cesse d'être alarmiste. Bon, il est vrai que M. Okri-Assogba a quand même quelques minutes à rattraper encore. Hein, oui, vous avez vu là parler de paix. Je voudrais dire à lui et au président Irénée Joseph-Sarkozy que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il a dit qu'il faut qu'on cesse de diaboliser ou de mal présenter les institutions de la République. Moi, je suis républicain. Et les institutions que nous avons en place actuellement sont issues des tests. Nous les respectons. Mais je vous dis que c'est l'anarque des tests qui a permis de faire ça. Nous, lui et moi, on sait de quoi on parle. On sait comment on en est arrivé là. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Je voudrais dire, il y a un petit couac dans ce que nous sommes en train de dire. Il ne faudrait pas que les gens disent, mais ils sont 3, ils n'ont pas relevé. Les 10% sont demeurés au plan national pour les élections de 2026. Et on a parlé maintenant de 20% à avoir dans chaque circonscription électorale. C'est pour renforcer les partis. Oui, je ne dis pas non. Donc, on ne pouvait pas me dire, quand c'est comme ça, qu'on voulait éviter qu'il y ait un parti ethnique. Les 10% ont déjà réglé ce problème, président Agossa. Si, combien de partis pour les législatives ont pu réunir les 10% au plan national? Il n'y en a eu que 3. Je réponds pour vous dire que... Oui, je vous laisse répondre. En 2020, le PRD du président Mbedi n'a pas pu réunir les 10% pour pouvoir participer pour pouvoir diriger les mairies. Pour pouvoir participer à la répartition, des sièges oui. Au moment des élections communales et municipales. De 2020. Mais quand nous prenons le PRD dans son fief, mais il a eu près de 80%. Il a laminé tout le monde. Il a laminé tout le monde. Oui. Mais ils n'ont pas pu avoir les 10% sur le plan national. Le PRD a tiré la leçon et a dit, dans ce contexte, moi, je vais rester dans la mutation politique et à procéder à une fusion avec UP Le Renouveau. Pour dire, prochainement même, avant même qu'on aille vers 20%, moi, je me mets en conformité pour que nous puissions atteindre les 10% sur le plan national. Mais ça veut dire que si nous laissons certains partis et qui ont certaines forces plus larges, dans certaines zones, on peut avoir 10% sur le plan national. C'est clair. Chaque parti peut avoir 10% sur le plan. Si nous prenons BR,
Le BR n'a pas d'assises dans certaines zones. Mais le BR a largement 10% sur le plan national. Et les gens qualifient le BR d'un parti du septentrion. Disons-nous la vérité. Et si nous prenons UP Le Renouveau, on dit que le UP Le Renouveau est un parti de la zone méridionale. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, quand on a mis par circonscription, c'est que chaque parti aille travailler dans chaque circonscription. Ce n'est pas dans chaque quartier, hein. On dit circonscription électorale. 20%. C'est la manière dont les gens parlent. Quand moi j'ai parlé au village, ils ont cru que ce n'est pas quartier. J'ai dit non. J'ai dit c'est à Gbanizou. J'ai dit la 24e, c'est Kove, Zanyando, Wenri, Zakota et Zobodomé. Ils ont dit comment? Mais alors 20% dit. Il y a donc 20% filles. Donc, et ça veut dire que c'est dans son temps. Hein. Moi, je vous ai donné la parole. Ce qui est clair, monsieur Okri, chacun peut faire. Et le législateur n'a pas été con. Il dit, on peut le faire si vous n'avez pas. Et que vous avez tous 10%, soyons, hein, et que aucun de vous n'a 20%, on fait la somme de ce que vous avez dans la circoncision pour pouvoir vous mettre dans la logique. Et ceux qui auraient fait l'accord de législature, c'est quoi? Il y a des partis de l'opposition. L'accord de législature. Mais si vous voulez, venez faire l'accord avec nous. Nous, on est ouverts. Venez faire l'accord avec nous. Mais rien n'empêche UP et les démocrates aujourd'hui de faire accord avec BR, avec les partis. Vous m'avez pris mon temps de. Donc, il n'y a rien. De me le retourner. Pour dire, Madame Angèle Toboula, le parti Les Démocrates n'a pas peur d'affronter les joutes électorales de 2026. Je vous ai dit, nous, on connaît les tests et nous savons à quoi nous en tenir. Mais plaise à Dieu qu'après 2026, on se retrouve ici, comme il a dit, pour faire le point. Et vous me donnerez certainement raison. On va tous prier pour avoir vie et santé. Oui, alors, puisque nous, on connaît on a beaucoup parlé de code électoral en 2024. 2025 commence, on en parle encore. Donc, ça a été le sujet de 2024. Et dans son message de vœux, Patrice Talon a souhaité une trêve de la chamaille politique. Nous allons l'écouter. Avant ce message de vœux, il était au Parlement le 20 décembre dernier où il a dit ce que vous avez pu écouter. Mais là, on va écouter son message de vœux, surtout sur la partie de la chamaille politique, et on revient. Je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête et bonne année. Je reviens avec vous, M. Afosogbe. Une bonne année sur fond de trêve politique, de la chamaille politique. Cela vous inspire quoi, vous, personnellement? Cela m'inspire des débats inutiles qui se font, et qui a fait le one-man show de toute l'année 2024. Qu'on oublie le code électoral et que chacun aille travailler sur le terrain pour expérimenter le nouveau code électoral en 2026, que de faire des débats inutiles. Qu'on oublie de faire croire aux Béninois que le fichier électoral, nous avons actuellement un fichier électoral qui est là et qu'il faut auditer, alors que
on n'a aucun, à l'étape actuelle, on n'a aucun fichier électoral parce qu'il y aura des enfants, il y aura des gens qui auront 18 ans en 2026 et tous ceux-là vont rentrer dans le fichier électoral. Donc on aura un nouveau fichier électoral et qu'on laisse ces chamailles politiques, ces mailles politiques qu'on laisse. Et le chef de l'État a raison. Et chaque fois, on demande des choses. Je posais la question sur notre plateau à quelqu'un d'autre. Est-ce que la chamaille n'est pas justement le propre de la politique? Tous les partis ne sont pas du même bord. Non, on va pouvoir discuter. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses qui peuvent nous faire progresser. Le Bénin est dans une voie de développement où l'heure n'est plus au chamaille. Il faut évoluer. Il faut le pays, comme l'a dit mon grand frère, le pays est industrialisé. Vous voyez aujourd'hui Claude Dibé, c'est près de 16 000 emplois déjà. Vous voyez tout ce que le chef de l'État est en train de faire, les chantiers qui sont. Nous devons être focalisés sur ces choses-là que de parler tout le temps de ce qui n'y est pas. Parce que ce qu'on dit, ça n'existe pas. On n'a pas un fichier électoral actuellement. Le nouveau code électoral qui est voté actuellement, on n'a même pas encore expérimenté. Donc nous discutons des choses qui n'existent pas. Qu'on laisse ça et qu'on parle des choses essentielles. Que nous, les partis politiques, animent la vie politique comme prévoit la constitution béninoise et que chacun aille sur le terrain et que nous attendons les élections en 2026. Nous allons faire le combat dans la paix, dans l'allégresse et dans la joie, c'est tout. Les mamailles politiques, c'est terminé. Évoluons dans le pays. Monsieur Okri Asogba, vous ne voyez pas ce que Patrice Talon met dans chamaille politique. N'est-ce pas les bavardages complètement inutiles, un peu comme monsieur Afasogou le disait tout à l'heure? Non, le chef de l'État a même précisé chamaille politique intéressé et inutile. Ouais. Bon, comme à leur habitude depuis quelques années, c'est eux qui impriment le chemin que le débat politique doit prendre. Le chef de l'État aurait dû aller plus loin en indiquant les sujets qui ne sont pas de la chamaille politique inutile et intéressée. S'il y a chamaille politique dans ce pays depuis 2017... Je peux vous donner un exemple, hein. Je ne le défends pas, mais je peux vous donner. Allez-y. Combien de partis politiques parlent des questions de changement climatique? Changement climatique. Ça vous intéresse pas? Parce qu'on est plus préoccupé par d'autres questions. Pour l'instant. Pourtant, c'est la conquête et la gestion du pouvoir. Hein. Non, mais les partis politiques, c'est la conquête et la gestion du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir nous propose par rapport au changement climatique, par exemple? Non, mais c'est pas le pouvoir qui le pouvoir propose avant que les partis politiques ne se positionnent. Non, quand vous dites qu'on n'aborde pas ces sujets... Non, c'est pas les démocrates, hein. Je parle des partis politiques en général. Il faut régler les problèmes politiques. De l'égalité, d'existence des partis politiques avant d'aborder les autres questions. Les partis politiques ont vocation à prendre le pouvoir d'État et à le gérer. Bon, donc, je disais que le chef de l'État serait allé plus loin en nous indiquant, par exemple, les sujets de la chamaille politique qui ne sont ni inutiles, ni intéressés, parce qu'on ne peut pas refuser la chamaille dans un pays. Ça, il ne pourra pas nous empêcher de faire la chamaille jusqu'au terme de son mandat constitutionnel de 2026. Donc moi, je ne suis pas surpris par ce qu'il a dit. Je dis, bon, il est dans la droite ligne de ce qu'il a toujours dit et fait, parce que quelques jours plus tôt, au Parlement, le 20 décembre, à l'occasion de son discours sur l'état de la nation, conformément à notre constitution, il a fini son discours en menaçant pratiquement la classe politique. Oh non. Et quand vous faites ça le 20 décembre et que le 29 ou le 30 décembre, vous demandez la paix, on a du mal à vous croire. Nous voulons tous la paix. Mais qu'eux, ils aient des comportements de quelqu'un qui veut la paix, c'est tout. Non, là, je vous le dis, hein, pour 2026, si les choses se passent dans les règles de l'art et que UPB gagne les élections, moi, je vais leur tirer chapeau. Et si LD gagne, ils seront obligés de nous tirer chapeau. Donc, moi, je ne demande pas qu'on taille un code qui va favoriser un groupe par rapport à l'autre. Non. Comme ils l'ont dit, les dispositions s'appliquent à tout le monde. Mais nous, on sait sur quel plan ils ont une longueur d'avance sur nous. Et nous n'allons plus nous laisser faire cette fois-ci. C'est un message que je vous laisse. C'est le travail sur le terrain. Nous avons une longueur d'avance. Nous n'allons plus nous laisser faire. C'est le travail sur le terrain. Vous savez que nous avons une longueur d'onde sur vous. C'est normal, c'est deux entraîneurs qui veulent faire
démarrer leurs équipes dans un match. Chacun étudie le système de jeu de l'autre. Si tu sais que l'autre est plus avancé que toi en matière d'attaquant, alors il faut renforcer ta défense. Si tu sais que le milieu de terrain, que c'est ça que tu maîtrises, alors mais toi, tu joues par rapport à tes forces. Donc, chacun de nous sait aussi ce qu'il doit faire. Nous savons aussi ce que vous êtes en train de préparer. Et nous sommes aussi prêts à contrer ça sur le terrain. Chacun, je vous ai dit, c'est comme deux entraîneurs. Nous voulons accompagner nos équipes sur le terrain. Et nous savons tout ce qui va se passer sur le terrain. Sur le terrain, ce qu'on demande seulement, c'est que l'arbitre soit respecté. Les arbitres soient respectés. Et que les règles de jeu soient respectées. Quand on imprime une règle de jeu, que ça soit respecté. Ce que je dis ici, le chef d'État n'a menacé personne à la fin de son discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État a assumé sa responsabilité. Et je vous le dis, le chef de l'État a manifesté sa passion pour le développement de son pays et a demandé à chacun de jouer son rôle. Les partis doivent jouer leur rôle. Il ne veut pas certaines choses. Et quand le chef de l'État a parlé de la une trêve politique, de chamaille politique intéressée et inutile. Voilà un cas. On dit, le chef d'État dit, voilà ce que le chef d'État dit par exemple, à la fin de son discours, que lui, il ne va plus permettre à ce que des compromis soient faits en dehors de l'esprit du développement du pays. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Et on dit non. Le chef de l'État dit que nous sommes sur une voie irréversible. Et on dit que c'est Dieu qui décide de l'irréversibilité ou non. Oui, c'est Dieu qui décide, mais la volonté du chef dit, nous sommes sur une voie irréversible. Le chef de l'État dit, nous n'allons plus aller dans le passé et être nostalgique d'un passé honteux de notre pays. On en fait une polémique. Et j'ai dit devant un ami chrétien qui parlait avec moi, j'ai dit, mais écoutez mon frère, quand il parlait, puisqu'il est de leur parti, j'ai dit, mais Jésus est venu dans ce monde pourquoi? Parce que nous étions tous pécheurs et nous demeurons pécheurs. C'est parce que nous avons tous un passé honteux que nous sommes tous ici et que Jésus est venu nous délivrer. Il a dit oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que le chef d'État dit alors? Il dit simplement que nous prenons conscience de ce passé honteux et qu'on ne soit pas nostalgique de ce passé pour évoluer. Voilà les débats qui ne font pas évoluer. Or, le chef de l'État a posé deux problèmes à l'entame. Il dit le problème de l'insécurité, le problème du coût de vie et le problème du pouvoir d'achat. Alors, nous pouvons faire le débat sur ça. Moi, j'invite M. Okri à ce que, pour 2025, votre parti propose quoi en ce qui concerne la baisse des coûts, en ce qui concerne les impôts, en ce qui concerne les activités dans le pays pour l'investissement, la croissance, etc. Pour que nous puissions poser les véritables problèmes du pays. C'est ce que le chef d'État fait. Pour que nous discutons. Les Béninois disent que tout coûte cher. C'est tout à fait normal. Parce que, madame, ce que vous avez porté là, faites le point. Qu'est-ce qui a été produit dans notre pays? Des mèches que vous avez mis jusqu'aux chaussures. Lui-même, ce qu'il a porté, ce que j'ai porté. Et nous consommons l'extérieur. Voilà les problèmes que nous avons dans notre pays. Mais aujourd'hui, comment faire pour lancer un tissu industriel pour que nous puissions nous-mêmes, avec le coton, que nous ayons ce que chacun de nous a porté ici, pour que la plus-value soit dans notre pays et qu'on crée l'emploi. Voilà les vrais débats. La question de l'énergie. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous avons pensé que l'énergie était suffisante. Mais quand les industries sont venues, consommatrices d'énergie, le chef d'État a posé ça comme problème pour dire notre prévision n'a pas pu régler ce problème et qu'il faut trouver encore d'autres solutions et trouver d'autres formes d'énergie en tenant compte bien sûr de l'exigence de ce que vous avez posé, les problèmes du climat aujourd'hui. Donc nous avons fait. Et dans la loi qu'ils ont rejetée, les véhicules électriques qui seront exonérés de taxes, etc. C'est pour lutter contre la pollution et que nous ne soyons plus dans l'obligation d'avoir des cancers et autres partout, des gens qui ne fument pas, qui se trouvent aujourd'hui malades de cancer de poumon et qui se retrouvent à l'hôpital. Nous avons beaucoup de choses à régler. Nous pouvons nous mettre à faire ces débats. Et c'est ces débats que le chef d'État veut. Moi, je voulais que les débats soient thématiques désormais.
et que nous invitons, vous invitez chacun, et que chaque parti, sur ces problèmes, commence par faire sortir des solutions. Comme nous sommes en train de le faire, parce que nous avons dans notre programme la révolution des chemins de fer qui doit permettre de relier chaque département, d'abord dans le mandat que nous aurons après si nous prenons le pouvoir en 2026. Nous disons qu'avec les infrastructures, il faut renforcer aujourd'hui une révolution des chemins de fer. Les départements doivent être reliés par les chemins de fer. Avant que nous ne venions par circonscription, venir par commune et par maintenant arrondissement. C'est un programme. Mais comment nous allons trouver les sous? Comment nous allons tenir, etc. Je pense que c'est les débats utiles que nous allons mener désormais. Et c'est ce que le chef d'État veut pour cette année, pour que nous puissions avoir une élection de paix. Moi, je suis sûr, nous allons faire une très belle élection. Comme l'a dit mon collègue, nous aurons une très belle élection. Les amis seulement veulent jouer aux victimes. Mais nous avons compris, et comme nous sommes en train de les dénoncer un peu partout, eux-mêmes vont finir par comprendre que le débat c'est sur le terrain. On ne va pas continuer à dire que nous sommes victimes, on veut les institutions ne sont pas prendre, on sait comment dans les résultats. Non. Le débat, trouver solution aux problèmes sur le terrain et que chacun aille voir les populations pour se faire accepter et demander leur voix et savoir en réalité ce qu'on vaut par département et par circonscription. Allez, on va finir sur ce dernier sujet. Hein. On n'a plus beaucoup de temps, très peu de temps d'ailleurs, 10 minutes sur ce dernier sujet. Il s'agit de l'affaire supposée complot contre la sûreté de l'État. Les Béninois se sont réveillés, je pense, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024 avec l'interpellation de l'homme d'affaires Olivier Bokor et de l'ancien ministre Oswald Omeki. Ce qui leur est reproché dans cette déclaration du procureur spécial de la Criette, Mario Méton. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bokor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Omeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bokor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations.
Dans l'évolution de cette affaire, les deux personnalités interpellées ont été présentées au juge d'instruction, celui des libertés et de la détention. On apprend que le procès pourrait démarrer ce mois de janvier 2025. Essentiellement, on reproche à Oswald Omeki d'avoir pris contact avec le commandant de la garde républicaine, M. Dieudonné Tévo-Dray, dans le dessein de perpétrer un coup d'État. L'homme d'affaires Olivier Bokol, lui, est accusé d'avoir fourni la somme de 1,5 milliard qui devrait servir à financer le supposé acte de déstabilisation du régime en place. On attend l'issue de cette affaire pour savoir comment définitivement la prendre. La question sur ce plateau, Monsieur Okri Assogba, je vais bien commencer par vous. Avec le recul, tout ceci vous inspire quoi? Madame, c'est avec beaucoup de peine que j'aborde chaque fois ce sujet quand il vient sur les plateaux de radio ou de télévision. Il me permet de faire un break sur le passé honteux dont nous a parlé le chef de l'État. Je pourrais dire avec gravité que le président de la République n'est pas qualifié pour nous rappeler le passé honteux de ce pays à 2 titres. Le premier titre est qu'il a été un acteur ardent de ce passé qu'il lui-même qualifie de honteux. Et deuxièmement, le présent que nous vivons aujourd'hui, je ne saurais le qualifier. Et ça me ramène tout droit vers ce sujet que vous venez d'aborder. Les acteurs qu'on vient de citer ne sont pas de l'écurie LD. Vous n'avez pas appris qu'on a trouvé 1,5 milliard chez un responsable ou un membre du parti LD. Vous n'avez pas appris qu'à la criette dans ce dossier, les membres, les militants de LD sont traînés devant la justice. Je dis que c'est une affaire domestique et ça me permet de rappeler quelque chose de profond que maître Paul Kato Atita a dit récemment quand il est rentré dans le dossier. Il a dit, vous savez madame, on ne peut pas trop s'éterniser sur le sujet parce que c'est pendant devant nos juridictions, mais Paul Kato Atita a dit une chose qui est passée presque inaperçue. Il dit, à considérer que les faits reprochés à Olivier Bokol et consorts sont constitués, il faut aller vers le mobile. Qu'est-ce qui aurait pu les pousser à faire ça? Je n'ai pas la réponse à cette question. Vous l'aurez peut-être au procès? Peut-être. Monsieur Amar Fasogbe, les cadavres sont dans vos placards, si je dois le résumer. Non, et nous assumons. Nous assumons et on n'a pas peur d'assumer. Dans ce pays, moi je le dis, moi, Amar Fasogbe, je ne vais jamais vouloir parler sur un plateau de télévision et avoir peur. Je n'ai pas un passé honteux. Et puis, je l'assume. Le débat sur le tentative de coup d'État, sur la tentative de coup d'État, en tout cas, je l'assume chaque fois que je fais ce débat. Vous savez, Olivier Bokol, Monsieur Mohamed Okri a dit tout à l'heure quels sont les mobiles. Quel mobile peut amener quelqu'un qui a géré le pouvoir avec son ami? C'est des amis frères. Ils ont tout fait ensemble. Il a géré le pouvoir pendant près de 9 ans et il décide de lui prendre le pouvoir par un coup d'État. Il n'y a pas de mobile. C'est la présomption d'innocence. Hein. Non, mais oui. Moi je parle des faits de la déclaration du procureur et aussi l'interprétation que notre challenger au crime Mohamed des démocrates sont en train de dire, c'est l'abolimie du pouvoir. Parce que c'est l'abolimie du pouvoir et nous le savons. Vous savez, la réforme du système partisan, c'est la discipline. Nous, au bloc républicain, personne ne peut se lever aujourd'hui pour dire je suis candidat à une CY parce que ça suit des étapes. Vous voyez? Et puis, quand Olivier Bokol a commencé ce truc, chaque fois, les suscitations de candidature dans tout le Bénin,
Hein, vous voyez, les suscitations de candidats. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu en œuvre avec le chef de l'État? Et c'est maintenant, il sera président pour l'avoir. Je dis, c'est l'abolimie du pouvoir et c'est très grave. Il faut le décourager à jamais. Et on n'a pas peur de le dire parce que Olivier Bokor, il est presque le président de la République du Bénin. Il a tout géré. Donc, il n'y a pas d'excuse à ça. Moi, je le dis. Et puis, je l'assume. Il n'y a pas d'excuse à ça. Donc, quels sont les mobiles qui ont fait... De quel mobile on parle? Non, ça, tu as géré le pouvoir avec le monsieur pendant 9 ans. Tu as été devant de tout. Tu fais partie des concepteurs. Monsieur Afonso. Et, paf, on attend que tu fasses coup d'État. Les preuves seront apportées au procès. Non, mais écoutez, s'il n'y a pas de faits, s'il n'y a pas de faits, non, mais écoutez, madame la journaliste, vous m'avez posé une question et je continue de développer par rapport à la question que vous avez posée. Ok? S'il n'y a pas de faits reprochés, la justice ne peut jamais arrêter. On peut convoquer des gens sur convocation. Si les gens ont été gardés jusqu'à ce jour, c'est parce que, peut-être, je dis peut-être, parce que le procureur a dit qu'il va revenir après pour nous expliquer, peut-être que les enquêtes continuent et il y a encore d'autres révélations. Parce qu'on a entendu des choses, des maires, des députés qui se sont mêlés de ça, qui sont en dessous. Donc, moi j'invite le procureur de la République, parce que c'est un sujet qui préoccupe tous les Béninois, qui préoccupe la majorité présidentielle, la mouvance présidentielle. J'invite le procureur Mario de chaque fois initier des sorties pour nous éclairer par rapport à ce sujet. Je note que vous êtes foncièrement contre la prise du pouvoir. Il faut décourager ça. Par les armes. Monsieur Irénée Agossa, vous avez la parole. Je pense que tout le monde ici est contre le principe de conquérir le pouvoir par les armes. Nous sommes dans le processus démocratique. Et quiconque qui veut exercer le pouvoir doit se soumettre aux règles de jeu. Parce que nous avons la règle de jeu. Vous pouvez critiquer, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais nous nous sommes tous entendus qu'il faut aller aux élections. Personne n'a dit ici qu'il faut aller chercher autre méthode pour conquérir le pouvoir. Donc, cela est une réalité déjà au Bénin. Quel que soit ce qui se passe, il ne faut plus qu'on aille derrière. Et c'est ça, le passé honteux du pays. C'est ça, le passé honteux. Il ne faut pas qu'on aille encore vers les coups d'État. C'est terminé. Les populations n'y croient pas parce que ça fait, depuis 90, les gens n'en parlent plus. On ne rêve plus de coups d'État dans notre pays. Mais je veux préciser ici que la tentative de coup d'État est une infraction dans notre législation. Une tentative est une infraction. C'est une infraction, donc il revient à notre juridiction de définir, d'apporter les preuves sur cette tentative et, si c'était vrai, de sanctionner ceux qui sont reconnus coupables selon la loi et avec toute la rigueur qu'il faut pour que cela ne soit plus un exemple désormais. Donc c'est clair. Donc ça, c'est un aspect sur lequel on doit insister, pour que tout le monde se rende compte que nous avons fini avec cette étape. Nous avons totalement fini avec cette étape. La question qui importe aujourd'hui sur ces comportements-là, c'est de savoir pourquoi on peut en arriver là. On peut en arriver là quand on n'a pas une formation politique. Les formations politiques gèrent. Quand vous avez des opportunistes qui viennent, bien sûr, pour prendre le pouvoir, sans passer par le couloir politique, on peut rêver comme ça. Mais désormais que nous avons des partis politiques avec des visions politiques qui seront chargés de désigner les candidats et qui vont se battre autour de ces candidatures pour que ceux-là soient élus, nous n'allons plus avoir ces comportements. Aucun parti politique ne peut donner une formation à son militant en disant que pour conquérir le pouvoir, il faut aller passer par les armes. Donc, raison de plus que nous devons encore être solidaires à cette réforme du système partisan. Tout le monde a reconnu, que ce soit le président Boni Yayi dans son discours d'investiture de 2011, a reconnu que le mal de ce pays,
c'est le système partisan. Le président Amoussou, n'importe qui, même Léon Arossi, j'ai la vie, tous ont reconnu que le véritable problème, la gangrène de ce pays, c'est la manière dont les partis politiques sont gérés. Aujourd'hui, nous sommes en train de trouver la porte de sortie. La porte de sortie. Donc, toute personne qui a envie de gérer le pouvoir, à n'importe quelle étape, doit savoir que le circuit existe et le circuit, c'est les partis politiques et c'est les élections. Nous laissons le peuple désigner. Et je crois que raison de plus que nous soyons dans cette logique et nous soutenons le chef de l'État parce que qu'est-ce qui se passe? C'est triste d'avoir un très proche de soi dans ce contexte. Nous savons la situation qu'il vit. C'est pourquoi, personnellement, et dans un aspect privé, nous le soutenons. Et sur le plan républicain, nous apportons tout le soutien aux institutions pour que lumière soit faite, selon les normes de la République et que tout le monde s'en sorte. Merci à chacun de vous. Monsieur Irénée Agossa de l'Union progressiste Le Renouveau, Monsieur Ama Fossogbe du Bloc républicain, et Monsieur Okri Assogba du Parti Les Démocrates. Conclusion. On commence par vous, Monsieur Assogba. On commence par moi. Oui. Je voudrais donner acte au président Josias Irénée Agossa. Quand je l'appelle président, il a été président de mon parti autrefois. Donc ce n'est pas par fantaisie. Je lui donne acte d'avoir reconnu que ceux qui se sont retrouvés dans cette situation sont des opportunistes et on sait qui les a amenés au pouvoir. Je voudrais, pour finir, appeler au calme tout le peuple béninois au nom du parti Les Démocrates afin que 2025 soit plus calme que 2024 puisque 2025 prépare 2026. Nous n'avons pas eu la chance d'aborder le vote du budget à l'Assemblée nationale. J'aurais pu dire beaucoup de choses qui ne sont pas prévues dans le cadre du social, parce que le même Irénée Agossa qualifiait le chef de l'État, il magnifiait sa passion pour le développement. Il va falloir que nous entendions sur ce qu'on appelle développement. Pour moi, le développement, c'est d'abord l'homme. Non, on est à la fin. Oui. Peut-être à une autre occasion, on fera ce débat. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau et bonne année à vous. Merci, bonne année à vous aussi. Monsieur Afossogbe, peut-être vous projetez en 2025 2025, je dis à tous les Béninois de rester sereins, particulièrement les militants du Bloc républicain, ma formation politique. Je dis au peuple béninois de ne pas prêter attention à ceux qui sont alarmistes, ceux qui alarment le peuple béninois. 2026, il aura la fête. La fête aura lieu. Nous allons faire les élections présidentielles, législatives et municipales et nous allons battre l'opposition. La dynamique suivra son cours. D'accord. Monsieur Irénée Agossa. D'abord, c'est clair que les choses doivent changer. Il y a quelque chose qu'on dit souvent chez nous. On dit, on dit que tu travailles un peu, tu gagnes beaucoup. C'est terminé. C'est terminé. Tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup. Tu travailles peu, tu gagnes peu. Donc, il faut que les Béninois... Moi, je ne souhaite plus ça. C'est du vol. Donc, c'est terminé. Et ça, oublions ça. Nous devons bien travailler et on doit faire en sorte que celui qui travaille bien puisse bien gagner sa vie. Et ça, c'est la priorité du gouvernement actuel et des partis qui soutiennent le gouvernement, dont le parti UP Le Renouveau. Nous demandons à tout le monde d'être calme et de savoir qu'en 2026, nous allons faire exactement comme nous allons faire derrière les guépards. Pour qu'ils puissent aller en demi-finale, pourquoi pas en finale, et nous amener le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons faire la même chose. On serait tous derrière le Bénin pour que le meilleur gagne à travers les urnes et à travers les programmes et visions de chacun. Nous allons éviter l'hyper-personnalisation et faire en sorte que les idées l'emportent. Et c'est ça qui va marcher. Nous préparons déjà, nous, notre programme d'action. Je vous ai dit tout à l'heure la révolution des rails et tout ce que nous avons prévu au niveau de l'énergie, au niveau du social, tout ce que nous avons prévu au niveau, bien sûr, du service, du transit et du stockage dans notre pays pour permettre à ce que l'élan qui a été retrouvé désormais ne soit pas arrêté et qu'on puisse être effectivement, comme on le dit chez nous, tchoko tchoko, le cap serait maintenu.
Voilà, il y a eu beaucoup de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, tout plein. C'était la rétrospective de 2024. Mesdames et messieurs, nous allons nous en arrêter là. Et comme vous le savez, 2025 va faire le lit à 2026, puisque, si ma mémoire est bonne, les hostilités vont commencer en octobre pour le dépôt des candidatures dans le cadre de la présidentielle de 2026. Si je me gourre, priez à me corriger. Donc, 2025 sera plus ou moins aussi chargé. Et nous restons au cœur de l'actualité, mesdames et messieurs, pour vous permettre de comprendre toute cette actualité, puisque c'est notre rôle à télé, notre devoir d'ailleurs, monnayer l'actualité et faciliter la compréhension à tous. C'était la rétrospective de 2024 avec M. Ama Fassogbe du Bloc républicain, M. Irénée Agossa du Parti Union Progressiste Le Renouveau et de M. Okri Assogba Mohamed du Parti Les Démocrates. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent, télé avec vous, pour vous.